Bonjour Nicolas, bonjour à tous les VPF qui m'écoutent et puis à tous les autres qui vont nous écouter. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est toujours un grand manque. Ça fait 2 mois maintenant que c'est un manque. On n'est plus en contact et j'espère que tout ça reviendra bientôt et qu'on sera à nouveau ensemble pour partager nos idées. Que Dieu vous entende, Olivier. Oui, oui, oui. Et non pas le Jupiter de l'Élysée. Oui, il nous entend pas. Olivier Piacentini, vous êtes au sein du gouvernement de relève nationale des Volontaires pour la France en charge des questions de sécurité, mais évidemment, vous avez votre savoir-faire, la capacité, en tout cas, à vous exprimer aussi sur les questions, je dirais, économiques, financières, et pourquoi pas même, quand il le faut, sanitaires, en tout cas liées aux libertés publiques, c'est évident. Bien sûr. Je rappelle pour les Volontaires pour la France que vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, dans la section économie et finances, ce qui est votre spécialité numéro 1, ce qui justifie d'ailleurs nombre de vos ouvrages. Je rappelle qu'auparavant, avant d'être entre autres un essayiste de talent reconnu, vous avez travaillé dans la banque et l'audit financier et vous avez fondé en 2001 un cabinet de conseil spécialisé donc dans l'assistance financière et juridique des créateurs d'entreprises. Tout à fait. Un rapide passage en revue de vos ouvrages, passionné d'histoire et d'économie, dont vous avez publié, à chaque fois, vous êtes très fidèle, je crois, aux éditions de Paris, et ce depuis 2016, vers la chute de l'Empire occidental. On y est presque, j'ai envie de dire. Hein. Ben oui. Les dossiers noirs du socialisme français. Bon, est-ce que on peut se demander si aujourd'hui le néocentrisme macronien n'est pas une mutation du socialisme? Oui, bien sûr. C'est une adaptation du socialisme à la mondialisation. Ah. OPA sur l'Élysée, on n'y reviendra pas, c'est pas nécessaire. On a bien compris ce qui s'était passé en 2017. Bien sûr. On voit un peu ce qui se passe aujourd'hui aussi aux États-Unis. Bien sûr. C'est un peu la même chose. C'est certainement un billard à plusieurs bandes d'ailleurs. Et il y a eu 3 coups d'État en 10 ans. Il y a eu le coup d'État pour chasser Berlusconi en 2011. Il y a eu le coup d'État donc pour chasser Fillon, enfin de la victoire, et puis promouvoir Macron. Il y a eu un autre mini coup d'État pour chasser Salvini du gouvernement italien. Et là, maintenant, il y a un coup d'État, toujours de la même oligarchie, pour évidemment évincer Trump, en dépit, j'en suis persuadé, de l'opinion et de la souveraineté du peuple qui a voté pour lui, j'en suis certain. Et c'est pas terminé, à mon avis, parce que derrière. Et ce n'est pas fini. Derrière Biden, le bidon l'endormi, il y a aussi sa vice-présidente qui, à mon avis, est le véritable pion de ces mondialistes. Oui. Elle a le profil, hein, c'est une femme. Complètement. C'est parfait. Bon, alors, effectivement, Joe Bidon est fatigué, hein, c'est un bidon vide, hein, qui n'a plus d'essence. Mais bon, c'est lui le seul qui pouvait battre Trump. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis là. Mais en fait, il n'a pas du tout la capacité, à mon sens, à conduire la politique américaine pendant 4 ans. Ne plus que par son état de santé. Ça, on peut le déplorer, on va dire. Olivier Piacentini, en 2018, vous avez écrit La mondialisation totalitaire. Et là, on rentre vraiment dans... On y est aussi. C'est-à-dire que là, on a actuellement la chute de l'Empire occidental et la mondialisation totalitaire en même temps. Je ne m'étais pas trop trompé. Non, vous enfoncez le clou au long de cet entretien, on en parlera aussi. Et je rappelle, pour les Volontaires pour la France, qui ont eu la chance d'ailleurs de se faire dédicacer cet ouvrage lors des journées de Montauban, au début du mois d'octobre, votre dernier livre, Olivier Piacentini, Le mirage mondialiste, comment l'oligarchie manipule l'opinion, toujours aux éditions de Paris. C'est le petit dernier. C'est le petit dernier, oui, c'est le petit dernier. J'en suis très, très fier. J'espère qu'il va plaire au public, en particulier aux Volontaires pour la France. J'en profite pour saluer le général Martinez. J'espère qu'il va nous écouter. J'espère qu'il se portera bien dans les semaines à venir. On compte sur lui. Tout à fait. Ben, il vous entend certainement. Là, alors, cet entretien, j'aimerais qu'on puisse le bâtir autour de trois grandes séquences. Sur justement les questions de la mondialisation, à la fois dans ce qu'elle a de plus dangereux, dans la première partie, bien sûr, son aspect totalitaire,
Une seconde partie où nous évoquerons à nouveau la mondialisation, mais comme le veut le titre de votre dernier ouvrage, sur aussi l'illusion qu'il véhicule, sur le mirage qu'il représente. Et puis dans une troisième partie, nous verrons comment, eh bien, au travers la Covid-19 et la gestion de cette crise sanitaire au niveau mondial comme au niveau national, eh bien, vient se superposer le danger et le mirage, finalement. Ben oui. La grande illusion, mais qui pourrait bien, cette grande illusion, avoir des conséquences lourdes sur notre existence. Complètement, mais le mirage est en train, si vous voulez, de se dissiper, enfin de se démasquer, pour reprendre un mot à la mode. C'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure que les choses se précisent, les gens commencent à comprendre ce qui les attend dans l'avenir, et je crois que ça en effraie plus d'un, et je pense que l'opinion aujourd'hui comprend bien mieux qu'il y a quelques années les enjeux de notre combat. Alors, Olivier Piacentini, vous y allez fort dans votre introduction sur la mondialisation totalitaire. Ce qui se passe aujourd'hui vous donne entièrement raison. Vous écrivez « La mondialisation totalitaire décrit un processus lent, masqué, mais effectif, de captation de la richesse mondiale par une infime élite, mais aussi et surtout la façon dont elle exerce une oppression sur les peuples et la façon dont elle cherche à les conditionner dans le sens de ses intérêts. » Je vous laisse introduire cet ouvrage et après je vous poserai un certain nombre de questions. Tout à fait. Alors, vous avez ciblé une phrase qui dit beaucoup de choses et qui effectivement résume un petit peu ce premier livre, La mondialisation totalitaire, où j'abordais la mondialisation sous l'angle de l'économie et de la géopolitique. Qu'est-ce qui se passe en fait depuis 25 ans? On a ouvert les frontières. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, on a ouvert les frontières aux marchandises, on a créé l'OMC qui est venu remplacer le GATT, qui a largement complété et abouti l'œuvre de l'ancienne institution, et surtout on a fait rentrer la Chine à l'OMC en 2001. C'est-à-dire que la Chine, qui est un régime totalitaire communiste, au niveau d'achat très bas, au niveau de vie des populations à l'époque miséreux, est devenue un acteur majeur du commerce mondial, d'autant plus que, à la faveur de l'ouverture des frontières, beaucoup de multinationales occidentales se sont précipitées en Chine et en Asie en général pour investir et délocaliser leurs usines là-bas, créant évidemment du chômage ici, mais profitant évidemment de coûts de production très faibles, à la fois le coût du travail, ça on en parle souvent, mais également une faiblesse de normes réglementaires, fiscalité, normes environnementales, sanitaires, hygiène sanitaire, et d'ailleurs, ça nous retombe dessus aujourd'hui, puisque finalement, cette crise du Covid, c'est bien sûr la crise de la mondialisation, avec sa part de Chine, une Chine qu'on aurait dû contraindre à appliquer des normes qui permettent de tenir son rang à l'OMC. On ne l'a jamais fait. Pourquoi on ne l'a jamais fait? Parce que tout ça est orchestré par les banques, les multinationales, les grands groupes financiers qui maximisent leurs profits par ce biais. Alors, au bout de 30 ans, ce processus est enclenché, c'est-à-dire au lendemain de la guerre froide, donc 30 ans, mais 27 ans. Et que se passe-t-il? Année en année, les multinationales et les banques ont cessé d'accumuler les profits. Les multinationales grâce au libre-échangisme organisé par l'OMC et les banques grâce à un autre versant de la mondialisation qui est la dérégulation financière. Cette dérégulation financière qui permet de spéculer partout dans le monde à tout crin, même en n'ayant pas d'argent, sur des produits factices en quelque sorte, c'est-à-dire des options d'achat, des paris, en fait c'est devenu un espèce de pari mutuel sur des évolutions de cours, et avec la maîtrise informatique et des outils dont disposent les grandes banques, elles ont maximisé les profits. Ce phénomène de mondialisation a en plus accentué la concentration, ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous parle de capitalisme, ce n'est plus le vrai capitalisme. Le vrai capitalisme, c'est la concurrence. Or, aujourd'hui, on arrive à un stade où nous avons des oligopoles, secteur par secteur, à l'échelle mondiale. Et les auditeurs le voient bien. Les gens qui ont un certain âge se rappellent du nombre de marques de voitures qu'il y avait il y a 30 ans, dont un certain nombre ont disparu ou font partie aujourd'hui de groupes rassemblés. Pareil pour les groupes bancaires. Pareil pour à peu près tout d'ailleurs. C'est-à-dire que la concentration atteint des niveaux considérables. Et donc, nous avons aujourd'hui, à l'échelle mondiale, des monstres de puissance financière, des monstres de profits qui sont hyper concentrés,
qui, comme je vous l'ai dit, ont profité de l'ouverture des frontières et de la dérégulation pour accumuler les profits. Et comme je l'explique dans mon livre, aujourd'hui, la capitalisation d'Amazon, capitalisation boursière, équivaut au PIB de la Suisse. La capitalisation boursière de Google équivaut au PIB de la Belgique. Et donc de grands pays, enfin déjà des pays importants. Enfin, bon, Steve Jobs se moquait à un moment donné, une année de son vivant, parce qu'il disposait d'une trésorerie supérieure à celle de la Fédérale Réserve américaine. Vous voyez? Donc, nous avons une puissance financière qui est colossale, énorme, entre les mains de ces gens-là, et pendant ce temps, les États, eux, n'ont eu de cesse de s'endetter pour pallier aux dégâts de la mondialisation, avec la délocalisation et la désindustrialisation de nos pays. Et cette dette est détenue par l'oligarchie mondiale, banques et multinationales. Nous avons donc peu à peu un principe de vase communicant où la puissance des États ne cesse de décliner pendant que celle de la sphère de l'oligarchie financière ne cesse de monter. Eh bien, il arrive un moment où cette sphère financière veut s'emparer du pouvoir politique parce qu'elle en a les moyens et que les États sont devenus, je dirais, des fantoches à sa solde par le simple jeu, je dirais, d'un déplacement de moyens financiers. Alors, je crois, Olivier Piacentini, qu'au-delà, parce que les montants que vous donnez, la Suisse, la Belgique, ça reste encore très en deçà des très grandes puissances que sont par exemple les États-Unis ou la Chine. Mais je crois que s'y ajoute, vous pouvez développer peut-être là-dessus, cette propension des élites mondialisées pour le multilatéralisme. Parce que la façon finalement de contrecarrer ce que vous venez de dire, c'est ce que fait un peu Donald Trump, ce que veut faire aussi Vladimir Poutine, c'est-à-dire privilégier les relations bilatérales qui excluraient ces grands GAFAM et autres sociétés mondiales. Oui, qui les mettrait au banc. Entre les mains de quelques personnes. Donc, le meilleur moyen finalement de lutter contre cela, c'est tout à fait l'inverse de ce que veut, par exemple, les principaux chefs d'État européens aujourd'hui, c'est privilégier le bilatéralisme et pas le multilatéralisme. C'est évident. Mais quand vous dites que la Suisse, c'est pas encore des grandes puissances. Mais la Suisse, c'est, je crois, 8 millions de personnes. Ou la Belgique, c'est 10 millions de personnes. Vous les comparez à Google, il y a combien d'employés chez Google? Peut-être 150 000. Vous voyez, donc ce que dégage, en fait, les moyens que dégagent ces sociétés sont considérables. Parce que comparer Amazon à la Suisse, vous comparez 150 000 personnes, la richesse de 150 000 personnes, à la richesse d'un pays très riche de plusieurs millions de personnes, et pas en fait la population de la Suisse. Mais aujourd'hui, ces grandes organisations financent des ONG. Complètement. Financent des ONG. Des relations multilatérales. Elles financent des ONG, oui, bien entendu. Vous avez, telles que l'OMS, évidemment. Telles que l'OMS qui est carrément financée. Vous avez toute une série d'ONG pro-immigrationnistes financées directement par M. Soros, de même que la fameuse ONG Conspiracy Watch. C'est-à-dire, en fait, regardez la conspiration, l'observatoire de la conspiration. Et quelle est l'utilité de ça? Parce que finalement, pour le citoyen, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. J'ai le droit de penser qu'il y a un complot, on a le droit de penser qu'il n'y en a pas. Pourquoi faut-il observer ça? Pourquoi faut-il regarder ça? Quel est l'intérêt collectif? Il me semble qu'on est dans des pays de libre pensée où chacun pense ce qu'il veut et peut voir des complots derrière ce qu'il veut. Mais on a créé une ONG rien que pour ça. C'est-à-dire, en fait, une ONG pour réprimer, je dirais, une façon de penser et d'essayer de décrypter les choses derrière le flux et l'écume de l'actualité quotidienne. Alors, effectivement, le multilatéralisme arrange largement ces multinationales. Pourquoi? Parce que c'est elles qui sont finalement au milieu de cette espèce de monde qui n'est plus géré dans le cadre du multilatéralisme. Il n'y a plus de pilote, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Le vrai pilote, en réalité, dans ce cadre-là, ce sont les multinationales et ce sont les banques qui, en plus, financent largement les États en grande difficulté. Donc, effectivement, dans ce jeu-là, instaurer une forme de bilatéralisme, voire de trilatéralisme entre la Chine, la Russie et les États-Unis, est bien entendu une configuration que les grands groupes ne veulent absolument pas voir. Voilà, ils préfèrent le chaos du multilatéralisme qui leur permet à eux de jouer leur jeu un peu derrière le rideau.
derrière l'écran. Alors, dans la mondialisation totalitaire, Olivier Piacentini, vous rentrez petit à petit dans les chapitres dans le détail, et c'est important. Donc, après avoir brossé à grands traits, en effet, ces multinationales, ces grandes puissances, ces grands groupes mondiaux, vous notez un élément qui est très important pour expliquer aussi l'émergence. Leur émergence, c'est que les profits vont se libérer petit à petit du travail, et on aura, et ces grandes entreprises, vous l'avez déjà dit un petit peu quant au nombre et au chiffre d'affaires qu'ils peuvent par ailleurs développer, eh bien, il y a de moins en moins de recours, de besoin de recours au travail humain. Et ça, c'est un élément, c'est une révolution presque industrielle, mais qui profite énormément à ces groupes. Absolument, mais j'avais évoqué dans ce livre un chiffre, les heures de travail qui étaient utilisées au niveau du PIB d'un pays comme la France. Malgré l'expansion du PIB depuis 2003, le nombre d'heures de travail utilisées pour générer ce PIB n'avait pas bougé. Donc, on a peut-être 15 à 20% de PIB en plus en 20 ans, avec, je dirais, un nombre d'heures de travail qui n'a absolument pas évolué. Donc, évidemment, il y a une raréfaction du travail. Et à terme, si on essaye d'anticiper l'avenir à 20-30 ans, et que risque-t-il de se passer? Nous risquons d'avoir, si vous voulez, une société à 3 vitesses, l'oligarchie, entendu, qui sera puissante, derrière une certaine catégorie de travailleurs qualifiés, hautement qualifiés, même qui auront encore leur place dans la société, peut-être 15, 20, 25% de la population, je n'ai pas idée. Et puis derrière, entre délocalisation, robotisation et autres, des masses énormes de gens qui n'auront pratiquement plus de travail, ou alors des petits boulots extrêmement précaires, de propriété très mal payés. Et à travers ça, quand on voit en plus les convictions politiques de certaines personnes, comme par exemple M. Soros, on est en train, enfin moi je perçois derrière tout ça, l'avènement d'un espèce de, et c'est ça qui est paradoxal, de néo-marxisme, piloté non plus par les États, mais à l'échelle internationale par le monde de la finance, qui aura capté tous les profits et qui aura capté le patrimoine des indépendants. D'ailleurs, de se faire dépouiller, il y a un coup d'accélérateur actuellement, on en parlera certainement par la suite. Captation du patrimoine, captation du travail entre les mains d'une petite élite, captation des capacités de production, et tous les autres, eh bien, qui recevront des revenus universels, hein, comme avait prévu Benoît Hamon, et donc un espèce de néo-marxisme qui risque de s'installer à terme et qui aura réussi, mais qui aura réussi sous la férule des financiers. C'est ça qui est extraordinaire. Olivier Piacentini, cette captation, elle va même encore plus loin. Il capte, les grands groupes aujourd'hui captent les principales ressources naturelles, l'eau, les terres agricoles, les semences végétales. Les semences végétales qui sont manipulées, si vous voulez, toujours dans le même sens, c'est-à-dire que vous avez des grands groupes qui ont la propriété, si vous voulez, de semences végétales et autres. Et vous avez, par exemple, c'est ça qui est extraordinaire, certaines graines de tomates, vous voyez, complètement manipulées génétiquement, et qui se vendent à 400 000 € le kilo. C'est-à-dire, en gros, 10 fois le prix de l'or. Vous voyez, tout ça parce que ce sont des produits qui sont suralimentés, et peu à peu, on remplace. Regardez jusqu'où ça va quand même, cette mondialisation. C'est-à-dire qu'on élimine des espèces naturelles, la bonne tomate du jardin, etc., et on les remplace par des espèces plus productives, plus rentables, plus importantes, qui résistent mieux peut-être aux insectes ou à je ne sais quoi. Et donc, on a une manipulation à la fois donc, au niveau des semences végétales, des semences animales également, puisque j'ai décrit donc la disparition d'à peu près les 2/3 des races bovines, n'est-ce pas, au profit donc des races les plus rentables. Donc, on a véritablement une reconfiguration du monde qui se fait exclusivement dans le sens de la rentabilité de ces multinationales et dont elles s'arrogent la propriété. Et alors, l'homme est au bout de cela, on veut commercialiser l'homme, et là, on rentre dans un projet transhumaniste, de manipulation du génome humain. Même l'homme est une marchandise comme une autre, parfaitement substituable selon les règles du marché. Bien sûr, et ça se traduit par exemple par, je dirais, toutes les pressions qui sont faites au niveau des pouvoirs politiques pour aboutir à une forme de commercialisation des enfants, que ce soit via les mères porteuses, via toutes les manipulations génétiques,
Bon, alors, vous savez, il y a une très grosse promotion de l'homosexualité depuis quelques années, et donc la promotion de couples homosexuels, donc du mariage homosexuel en vue de faire des enfants. Mais alors, comme la nature ne leur a pas donné cette possibilité, tout ça va finir évidemment sur les rayons d'un supermarché, entre guillemets, hein, en tête de gondole. Bon, évidemment, c'est une image que j'utilise. Mais enfin, on va nous vendre des enfants, en quelque sorte. C'est-à-dire que, vous voyez, au lieu de faire une conception naturelle qui ne rapporte rien, n'est-ce pas, quand vous faites un enfant avec votre femme, ça ne rapporte pas grand-chose. Vous voyez, à part peut-être le test. Ben là, à force de multiplier des couples de divers genres et de divers styles et de noyer, je dirais, le couple traditionnel dans un ensemble de versions toutes plus étranges les unes que les autres, on va se retrouver donc avec une commercialisation d'enfants organisée, qui a déjà commencé d'ailleurs. Alors pour que ça marche, là on est déjà à l'intersection entre votre ouvrage sur le mirage totalitaire et la mondialisation, enfin, le mirage de la mondialisation et son aspect totalitaire. Il y a une promotion, là on dit sur le mirage, d'un nouvel homo economicus totalement consommateur, hédoniste. Oui, alors j'en parle dans les deux. Hein. Homo economicus, c'est un terme que j'ai utilisé dans le mirage mondialiste. Oui. Pour l'oligarchie mondiale, il faut transformer l'homme en un homo economicus. Alors, l'homo economicus, c'est quoi? L'homo economicus, c'est un travailleur corvéable à souhait qui va se déplacer partout dans le monde où on lui demande d'aller. Par exemple, un chef de chantier qui va aller en Afghanistan, monter un barrage pour tel grand groupe. Bon, et peut-être que sur place, ils n'ont pas ce qu'il faut, mais on peut prendre des Français, des Allemands, des Italiens, des Américains pour aller là-bas. Alors, donc, cet homo economicus, qu'est-ce qui est intéressant? Il est intéressant qu'il soit, je dirais, mobile à la planète, donc pas tellement enraciné. Donc, vous voyez, c'est pas bien quelqu'un qui a des enfants, c'est plus difficile. Vous voyez, un célibataire, ou c'est plus facile à déplacer, c'est plus mobile. Deuxièmement, il faut qu'il soit adaptable, c'est-à-dire qu'il arrive à s'adapter à un nouveau pays où il arrive. Donc, il faut qu'il ne soit pas si enraciné que ça, vous voyez, dans un territoire, dans un village, dans une ville, dans une culture. Il vaut mieux qu'il consomme des produits mondialisés, parce que des McDo, vous en avez à New York, mais vous en avez aussi à Kaboul. Vous voyez, où vous en avez à Islamabad, vous en avez partout. Donc, l'idéal, c'est de façonner un homo economicus mobile et qui soit totalement, je dirais, acquis aux produits mondialisés, c'est-à-dire les produits des multinationales. Donc, il faut qu'il soit homo economicus mondialisé de son versant travail et sur son versant consommateur. Vous voyez, l'idéal, c'est qu'il aille boire son café chez Starbucks, manger chez McDo, il a une petite soif, un petit McDo, vous voyez, il a envie de rencontrer une jeune fille, il va sur Mythique. Vous voyez, enfin, c'est tout un ensemble de choses où il faut que toute la vie soit reliée à un produit ou un service que les multinationales vont vendre. Et ça, cet homo economicus novus, hein, nouveau, il est globalisé, il est mondialisé, il faut qu'il soit déraciné. Et évidemment, c'est à ce moment-là que vous évoquez dans votre ouvrage sur la mondialisation totalitaire le fait que, bien, il faut saper tous les fondements de la nation. Il faut saper les fondements de la nation, exactement. Alors, je vais vous dire, hein, pour reprendre des références historiques, c'est un peu ce que la Troisième République avait fait au niveau des régions à l'époque. C'est-à-dire qu'on a voulu former un jeune Français qui parlait la langue et qui était complètement, parce que bon, à l'époque, évidemment, les Alsaciens, beaucoup parlaient pas alsacien, les Corses, les Occitans, enfin, il y avait des langues régionales diverses et les gens ne se comprenaient pas forcément. Mais grâce au travail des hussards noirs de la République, par exemple, et à tout ce travail-là, donc on a unifié la langue et puis on a créé des vrais citoyens qui partaient au combat et qui partaient heureux d'aller défendre leur patrie. Et faut avoir, bon, même si après ça a eu des résultats, pas toujours heureux, mais c'était ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est en train de recréer autour, sauf que c'est plus notre État, c'est plus les gens qu'on élit, c'est une super classe mondiale qui est hors sol, à la fois, je dirais, dans son mode de vie, mais qui est hors de portée du peuple. C'est-à-dire que le peuple ne le désigne pas. Vous voyez, la Troisième République, elle a été élue par les Français pour mettre en œuvre ce projet. Et les Français y ont adhéré. Les Français étaient heureux de participer à cette aventure. Les Français voyaient de génération en génération leurs enfants avancer dans la vie, gagner de l'instruction, gagner des métiers. Ils voyaient les industries arriver. Là, aujourd'hui, les Français voient au contraire le niveau d'instruction baisser, ils voient les industries partir, le pays flétrir, se
dépérir, et tout ça sous la férule, je dirais, d'une élite mondiale qui a fait de nos dirigeants des marionnettes à son service. Et donc, nous sommes dans un processus qui paraît ressembler, mais qui n'est pas, je dirais, l'émanation d'une volonté populaire. C'est ça qui change. Alors, Olivier Piacentini, on va revenir sur la façon dont opère ce que vous appelez le mirage mondialiste, l'espoir d'un paradis mondial dans un instant, mais j'aimerais qu'on termine sur la menace totalitaire de ce mondialisme que vous dénoncez à la fin de votre ouvrage sur la mondialisation totalitaire, c'est-à-dire ce que vous avez appelé vers la gouvernance mondiale. Oui, vers la gouvernance mondiale, absolument. Alors, effectivement, quand on dit ça, on va dire, Piacentini, c'est un complotiste. Hein, et voilà, c'est des trucs. Oui, mais le problème, c'est que moi, je veux bien qu'on me dise que je suis complotiste si j'inventais des choses. Et le gouvernement mondial, je ne suis pas le premier à en parler, c'est ceux qui ont fondé ça qui en parlent. David Rockefeller, quand il a fondé le cercle de Bilderberg, il a bien parlé que l'objectif, c'est un gouvernement mondial. Monsieur Warburg, qui était le PDG de la Chase Manhattan Bank, qui était lui aussi l'un des fondateurs, a même dit, oui, nous sommes pour un gouvernement mondial. Et même si c'est des banquiers, c'est pas grave. Est-ce que vous croyez que les banquiers seront pires que ce que font les politiques actuellement? Voilà ce qu'il a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont ces personnes. Monsieur Attali, qui est un membre éminent de ce cercle de Bilderberg, a évoqué un gouvernement mondial précisément dans son livre « Demain qui gouvernera le monde ». Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans le livre que j'ai lu. Donc pourquoi, quand nous on en parle, et qu'on ne fait que comprendre ce que ces gens-là disent, on nous traite de complotistes? Donc, je reprends ce qu'ils disent, j'en tiens compte, vu que ce sont des personnes qui ont énormément de pouvoir, là encore en termes financiers, parce que M. Rockefeller, c'est pas Madame Michu, vous voyez, ou M. Warburg, c'est pas M. Dédé, le quincaillier du coin, ce sont des gens qui disposent de moyens phénoménaux. Et M. Attali, alors certainement que lui-même en tant que tel a moins de moyens, mais je veux dire, c'est l'égérie de toutes ces personnes-là. Il a un cabinet de conseil qui travaille avec toutes les multinationales françaises du CAC 40. Bon, ben, je pense qu'on peut tenir compte de ce qu'ils disent. On peut penser que quand ils s'avancent et qu'ils parlent comme ça, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est pas un fantasme. C'est bien un projet qu'ils mènent et qu'ils mènent à l'insu des peuples, en usant d'une influence occulte, une influence cachée, parce qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, vous savez, moi, pourquoi pas, un parti qui présenterait un projet de l'ancien gouvernement mondial. Il se présente. Et on va bien voir ce qu'ils vont faire aux élections. Mais ces gens-là savent très bien qu'un projet comme ça, présenté de cette manière-là, n'aurait aucune chance d'avoir le moindre assentiment de la part des populations, alors extrêmement marginal. Donc ils œuvrent, de par leurs moyens financiers, l'influence et la malice qu'ils ont sur certains représentants de la politique.